Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Partagé. Nous sommes aussi avec Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D. Bonsoir à vous. Bonsoir Néné, bonsoir à tout le monde, à tous les Sénégalais qui nous regardent. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir à nos chers invités. Très bien. Alors, les députés convoqués pour examiner justement le projet de loi portant code électoral. Il s'agit d'une session extraordinaire après l'adoption du texte en Conseil des ministres. Alors vous avez soutenu, vous dites être resté peut-être sur votre faim. Comment vous expliquez cela, Monsieur Kane? Oui, effectivement, parce que quand on a lu ce projet de code électoral, de nouveau code électoral comme il l'appelle, on s'est interrogé sur qu'est-ce qui a changé. Est-ce que le Sénégal a démocratiquement évolué avec ce nouvel instrument qu'on va utiliser dans la représentation? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on se pose systématiquement la question à quoi a servi 2 années passées dans ce fameux dialogue politique. Vous pensez que rien n'a changé? Non, absolument rien. Le mode d'élection des maires? À part des artifices. Sur l'élection du maire au suffrage universel direct, personnellement, moi, je pense que ce n'est pas la meilleure formule que la formule qui existait avant. Ah bon? Parce que moi, je suis partisan du pouvoir partagé et éclaté et du pouvoir de proximité. Je pense que plus qu'on donne de pouvoir au groupe, plus on évite effectivement ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire cette captation du pouvoir par un groupe restreint d'individus qui peuvent se présentés comme étant des gens très forts, mais qui écrasent tout le monde et qui font ce qu'ils veulent. Nous savons déjà qu'il y a énormément de problèmes qui existent dans la gouvernance des collectivités territoriales, des problèmes fonciers, etc., parce qu'il y a des maires qui font ce qu'ils veulent. Alors, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important. C'est maintenant donné aux populations de choisir, d'élire carrément leur maire. Mais seulement, ce n'est toujours pas le cas. Parce que, tu sais, même le choix du candidat de maire obéit à une logique qui est en fait la base des problèmes que nous avons en matière de démocratie représentative dans ce pays. Voyez-vous, moi, les élections, ça pose un grand problème. Je pense qu'on doit penser à d'autres formes de représentation politique. Alors, ce que vous dites là, c'est-à-dire qu'un maire, vous avez entendu déjà un candidat, un chef de parti, le parti au pouvoir, qui dit qu'il faut que les gens taisent leurs ambitions jusqu'à ce qu'ils désignent. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça, c'est une démocratie? C'est le plus fort dans le parti qui désigne en fait ses représentants, mais ce ne sont pas les populations qui eux-mêmes font ce choix-là. Donc ça ne change rien du tout par rapport aux personnes qui sont désignées. Et au contraire, ça amplifie ou bien augmente l'espace corruptogène. D'accord. Parce que si le maire est déjà identifié, mais on lui demande une caution assez élevée, qu'il peut ne pas y avoir, ou bien qu'il va faire des subterfuges pour trouver ses moyens, mais est-ce qu'on peut ou bien se faire aider. Est-ce qu'on peut être d'accord avec vous si vous dites que rien n'a changé? Peut-être il y a eu le mode d'élection des maires, le parrainage qui a été supprimé pour les locales. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce nouveau code électoral, Moundiaye Cissé? Oui, moi je pense que comme Eliman l'a dit, nous sommes restés sur notre faim sur un certain nombre d'aspects. Par exemple, sur les 5 points de désaccord, parce que c'est des points qui cristallisaient un peu l'attention de la classe politique. Alors, ces 5 points faisaient l'objet d'une focalisation forte de toutes les parties prenantes au dialogue. C'est pourquoi, donc, quand il y a eu un silence radio sur ces questions, et la déception se lisait sur tous les visages. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que avant d'aller au dialogue, on avait défini des termes de référence, n'est-ce pas? Des termes de référence consensuels, pour dire, voilà les objectifs. Parce qu'il faut aussi revenir sur l'objectif qu'on s'était assigné en allant à ce dialogue-là. Alors, c'était de voir comment améliorer notre système démocratique. Ce n'est pas seulement les élections. Et donc, les points qui ont fait l'objet de discussions autour du dialogue ne sont pas liés directement aux élections. Il y a d'autres points qui ne pouvaient pas être dans le code, qui devraient faire l'objet d'autres procédures, d'autres modifications, d'autres codes et d'autres textes. Par exemple, dans le dialogue, il est apparu la problématique
de la création des partis politiques, de la rationalisation des partis politiques. Il est apparu la problématique du financement des partis politiques et bien d'autres points qui ne devraient pas être dans le code. Et la question de l'autorisation des marches, qu'on ne laisse plus seulement au préfet de décider de cela. Tout cela n'était pas prévu pour être intégré dans le code. Il y a également ce que a produit le dialogue, c'est les 32 recommandations issues de l'audit du fichier et les 96 autres recommandations issues de l'évaluation du processus électoral. Tout cela doit faire l'objet d'appréciation par le chef de l'État pour aller modifier d'autres codes qui existent. D'accord. Mais je termine par là. Il est vrai que nous tous, nous attendions à ce que, pour les 5 points, le président de la République se prononce et apporte son arbitrage, parce que c'est ça qui était prévu dans les termes de référence du code, du dialogue. Et je termine avec ça. Qui était dans le dialogue? C'est toutes les parties prenantes, l'opposition, la majorité, la société civile. À part le PDS, tous les partis de l'opposition étaient dans ce dialogue-là. D'accord. Donc, de fait, il y a le caractère inclusif de ce dialogue. Il faut regretter seulement que pour ces 5 points-là, le président de la République ne s'est pas prononcé là-dessus. Alors, le président de la République ne s'est pas prononcé pour ces 5 points, des points pourtant essentiels. Abdoulaye Mbow, c'est peut-être ce qui pousse les leaders politiques à soutenir, ou bien même la société civile, qu'il n'y a pas eu de changement par rapport à ce code électoral. Oui, effectivement, mais avant d'en venir là, moi, je suis d'accord au moins sur le changement par rapport au mode d'élection du maire, contrairement à Eliman, parce que moi, je suis d'avis que l'ancienne formule ouvrait toutes les portes à toutes les formes de compromission, j'allais même dire de corruption, parce qu'on a vu effectivement une personnalité mieux positionnée pour occuper le fauteuil de maire, et pour des espèces sonnantes et trébuchantes, pour des mallettes et des enveloppes kaki, justement, que certains conseillers véritablement changent véritablement leur vote en faveur de celui-là, en faveur de l'autre. Donc je crois bien que ça, c'est déjà une avancée. Mais quoi qu'il en soit, on doit analyser avec recul en tant que citoyen, on doit analyser avec recul en tant qu'observateur, pour dire tout simplement qu'en réalité, il n'y a pas, à mon avis, d'avancée significative et par rapport à ce code dont on parlait, à ce code nouveau dont on parle. Parce qu'on se focalise beaucoup sur les articles L31 et L32 de l'ancien code. Aujourd'hui, c'est l'article L29 du code. Si on se réfère également aux articles cités par le code et qui fait allusion justement au code pénal, en son article 34, en ses articles 92, 93, 94, 95, on se rend compte qu'effectivement, qu'il y a en tout cas beaucoup d'imperfections en matière justement de démocratisation de notre système. Et parce qu'aujourd'hui au Sénégal, qu'on le veuille ou non, il est bon de rappeler certains propos que tenaient ceux-là qui sont au pouvoir, et commençant par le président de l'Assemblée nationale, et par le président de la République, par le président actuel de l'Assemblée nationale, par le parti de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, parce que tous ils étaient dans le Benno Siggil Sénégal. Et ma foi, ce sont ces personnalités qui rappelaient qu'elles ne seront d'accord d'aller sur la table du dialogue avec le président Abdoulaye Wade que si par extraordinaire il acceptait au moins de reconnaître ou en tout cas de valider l'exigence justement de la société civile en son temps, de l'opposition en son temps, par rapport à l'adoption du bulletin unique. Aujourd'hui, le bulletin unique fait partie des points de désaccord. Donc on se demande en fait ce que veulent nos politiques. Quand ils sont dans l'opposition, c'est des revendications objectives, pertinentes, par rapport justement à l'avancée de notre démocratie. Quand ils arrivent au pouvoir, on change carrément, radicalement de position. On adapte même des formules que nous n'avons pas connues sous Senghor, sous Abdou Diouf ou sous Abdoulaye Wade. Donc je crois bien qu'au nom de la démocratie sénégalaise et une démocratie majeure, nous ne devons pas prendre exemple sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire, sur le Burkina, parce que nous n'avons pas le même vécu en matière de démocratie. Aujourd'hui, plus que jamais, moi, je fais partie de ceux-là qui constatent qu'il y a beaucoup plus de lois liberticides, autant dans ce code électoral, autant dans le code pénal et dans le code de procédure pénale. Nous devons faire de grands pas en avant en matière de démocratie. Nous devons faire de grands pas en avant, même si nous devons nous prémunir de certaines menaces, telles que la menace terroriste, et nous prémunir de certaines menaces provenant en tout cas de forces occultes et de lobbies internationaux liés à l'exploitation de certaines de nos ressources, telles que le pétrole, telles que le gaz, telles que le zircon, telles que le fer de la Falémé. Mais quoi qu'il en soit,
il nous faut faire de grands pas en avant par rapport à l'écriture de nos lois. Et c'est ce qu'écrivent les lois, justement. Mais on se demande